שמעתיך אדוני. שיר המעלות אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות עם עוונות תשמעיה, אדוני מי יעמוד. אם חסדיך למען תברך. איתי אדוני כי בתה נפשי ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחד ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Shabbat Tov. Je veux déjà remercier tous les Bnei Akiva et les EI qui sont là avec nous ce soir. Et il n'y a pas que eux en termes de jeunesse, puisqu'il y a plein d'autres jeunes ce soir qui s'engagent à continuer et à transmettre ce flambeau. On va écouter à présent plusieurs témoignages. Ils ont la particularité, tous les quatre, d'avoir été à Auschwitz cette dernière année, ou il y a quelques mois même. Et c'est ça aujourd'hui qui va les rapprocher. Et leurs témoignages, je pense, vont être forts et très intéressants à écouter. Alors on va appeler tout de suite Tania Dikari et Naël Sebag, à ne pas confondre avec Chloé. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais à présent intervenir, je ne sais pas si on m'entend bien, j'espère, brièvement pour vous parler du voyage que j'ai fait l'année dernière avec l'école Akiva. Est-ce que si je parle sans micro, on m'entend? Ah, bon, ok. Avec l'école Akiva en Pologne, et donc notamment dans les camps de la mort, et pour lequel notre interrogation principale c'était comment se souvenir et pourquoi se souvenir. Alors, je vous apprends rien, le peuple juif, c'est le peuple du souvenir. Tous les jours de notre vie, on va se souvenir qu'il y a des milliers d'années, nous ou nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Alors, en apprenant le cours sur la Shoah, en 3e, malheureusement de la même façon qu'on apprend n'importe quelle partie de l'histoire, j'ai mémorisé le chiffre 6 millions, choqué, sans plus. Je me suis dit, du haut de mes 13 ans, il faut s'en souvenir, parce que 6 millions, c'est vraiment beaucoup. Mais en arrivant dans les camps de la mort, en mai dernier, en voyant leur taille, leur étendue, et en visualisant sous mes yeux chaque personne qui aurait pu se tenir là, chaque pas qui a été marché, chaque respiration, ça m'a beaucoup plus choqué. Ça m'a choqué en fait, tout simplement. Et alors j'ai commencé à tout comparer à ce chiffre, pendant 4 jours. Je me suis dit, 6 millions, c'est 100 000 fois le nombre de personnes dans le car, c'est 20 fois Strasbourg, c'est 10 000 fois l'Assemblée nationale, et surtout c'est 1 million de fois ma famille. Et puis plus le voyage avançait, plus moi et tous les autres, on comprenait que 6 millions, à nos yeux, c'était même plus un chiffre ni une valeur. C'était 6 millions d'humains, 6 millions de vies, 6 millions de visages, 6 millions de noms, 6 millions de personnes qui ont eu un passé, pas assez de futur, 6 millions de personnes qui aimaient des gens, qui avaient des espoirs, qui avaient des projets. Et puis selon la Mishnah, c'était 6 millions de mondes. Alors la question elle revient, comment on peut honorer 6 millions de mondes qu'on n'a même pas connus, quand notre propre monde nous paraît déjà si vaste et si riche? Alors on nous a d'abord donné une réponse simple, mais déjà assez grande. Il faut tout apprendre sur eux, leur nom, leur vie, ce qui leur est arrivé, ce qu'ils espéraient, qu'ils n'étaient pas juste des déportés, mais qu'ils étaient vraiment comme nous. Et puis après on s'est dit, mais est-ce que ça suffit?
Alors tout le voyage, on a réfléchi. Le soir, on s'asseyait avec Monsieur Usan en rond, on parlait. Dans la chambre d'hôtel, on n'arrivait pas. C'est pas qu'on était obsédés, mais presque. Puis on réfléchissait à ce que ça signifiait vraiment commémorer. Puis un jour, on a eu une sorte de déclic, parce que notre guide Shlomo, il nous a dit tout ça, les voyages, les cérémonies, les discours, c'est pas pour nous. Enfin, pas que. C'est pour eux. Pour qu'ils nous voient vivants, au milieu de tout ce qui a été fait pour qu'on disparaisse, tout ce qui a été fait pour leur mort et tout ce qui aurait été fait pour la nôtre. Alors après 4 jours, on a commencé à comprendre. On commémore les déportés, on honore les morts, leur nom, leur vie, et puis on réalise qu'être là pour se souvenir d'eux, qu'être vivant, c'est la meilleure façon de commémorer. Merci beaucoup. On va tout de suite appeler Gabriel Hirsch, qui lui également été l'année dernière avec Akiba dans le camp de la mort. Quand j'arrive en Pologne, je ne vois que, si je puis dire, dans la partie immergée de l'iceberg. Je vois pour commencer la yeshiva de Lublin. On m'apprend qu'elle avait abrité des centaines de livres. Des livres qui dataient du Moyen-Âge, des livres du judaïsme, et que le rabbi de cette yeshiva, il était un membre du Parlement polonais. Mais, quand la guerre est venue, les Allemands ont tout volé. Ils ont fait une sorte d'autodafé avec tous les livres. Ils ont effacé toute trace de la yeshiva. Ensuite, on va à Varsovie. On découvre le cimetière avec ses rabbins, ses pierres rouges pour les communistes. Mais quand on voit la partie de la Shoah, on est dépassé par le nombre de noms. On apprend que les Allemands ont bâti le ghetto sur le cimetière. Ils ont enfermé les Juifs avec les morts, comme si les Juifs étaient des morts. Et ce n'est pas le plus grave. On aperçoit des traces de la Shoah partout. On nous montre un endroit où les Juifs partaient. On comprend pourquoi ils voulaient se révolter. Des jeunes de mouvement de jeunesse, des animateurs de la HMR Dati ont fait une insurrection en 1943. Ça a été un vrai carnage. Ils ont été soit tués, soit déportés. Et c'est là qu'on arrive à Majdanek, on aperçoit, quand on entre dans le camp, la maison du commandant, blanche, qui contraste avec tous ces cabanons qui sont en bois, qui sont presque dénudés d'humanité. On avance, on fait le même pas que les prisonniers venaient, et on voit ce qu'ils ont subi. On voit leurs chaussures qui sont dans une cabane. On nous dit qu'il y a une cabane aussi qui est pleine de robes. On n'a pas vu tout, hein. On a même aperçu au loin une urne pleine de sang, avec la seule chambre à gaz de Majdanek, qui peut être à peu près de là-bas. Elle pouvait contenir 200 personnes. Après, on n'est pas encore au plus bas du plus bas, comme dirait Shlomo Balsam, notre guide. On va à Auschwitz, qui est un véritable musée de l'alimentation à ciel ouvert. On voit la gigantesque chambre à gaz, qui peut contenir, je ne sais pas, 1000 personnes. C'est une véritable machine à l'enfer. Et les valises, les prothèses, les talites, les tefilines, tout. Et on voit, pour terminer, Tarnov, qui est un véritable charnier qu'on ne voit pas, qui est sous terre, et qu'on n'aurait jamais vu sur les Polonais,
là où les nazis ont exécuté à la fois des résistants polonais et à la fois des juifs. Pourtant, j'arrive tout de même à voir une lueur d'espoir. Pour la synagogue d'Auschwitz, qui est juste à côté d'Auschwitz, qui est en fait la synagogue, on peut dire un petit peu de là où se trouvait Auschwitz, qui a été rénovée par des Polonais, qui est entretenue par des Polonais, où des personnes peuvent y aller. On voit la choule de Varsovie, une très grande choule. On voit la choule du Rimbaud, même si là-bas on trouve aussi un mur avec les noms des personnes. Et on voit aussi il y a un endroit où des personnes ont pu être évacuées par les ghettos de Varsovie. On aperçoit une petite bouche d'égout. Et c'était par là que des passeurs faisaient passer des gens de l'autre côté du ghetto. Depuis, la bouche d'égout a été condamnée, mais on aperçoit son souvenir. Et finalement, on voit aussi le monument de commémoration de Majdanek, qui est indescriptible. On nous a dit que c'était avant la guerre, avant qu'on sache ce qui s'était vraiment passé, et que chacun pouvait voir ce qu'il voulait là-dedans. Et on voit, pour finir, le monument du ghetto de Varsovie, qui a une double face. Une face avec des héros, une face avec des portraits. Merci beaucoup, Bénél. On va à présent appeler Chloé et Cédric Blum. Bonsoir à tous, on est très émus et très honorés de pouvoir intervenir ce soir à cette veillée du souvenir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on est effectivement Chloé et Cédric Blum et on est originaire de Belfort, mais ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on est dans le paysage strasbourgeois. Et on a choisi de profiter de l'opportunité qui nous était donnée ce soir pour évoquer le souvenir de ma grand-mère, Janine Blum, de notre grand-mère, parce que ma femme, qui est depuis longtemps dans la famille, était aussi tout à fait considérée comme une petite fille à part entière par Mamie Janine. Donc on n'a pas l'intention de retracer de manière classique tout son parcours de rescapé des camps de concentration et toutes les difficultés qu'elle a pu endurer, mais on souhaitait plutôt au contraire revenir sur les événements positifs, jolis, qui sont intervenus pendant et après cette période. Alors évidemment, quand même quelques mots sur son histoire de manière très succincte. Elle a fui Belfort en zone libre dans le sud-ouest pour se réfugier à Rodez, où son père voulait qu'elle et sa sœur Madeleine, dite Mado, soient scolarisées pour pouvoir passer leur bac. Il avait confié en secret leur identité à la directrice de l'école, qui malheureusement s'avérait être en fait la femme du chef de la milice locale, et elles furent arrêtées et raflées le 22 avril 1944 en plein cours. Elles avaient 16 et 17 ans. Elles ont été transférées à Drancy, puis envoyées à Auschwitz, où elles sont restées de mai à novembre 1944, avant d'être transférées à Bergen-Belsen, puis à Ragun, et de terminer à Theresienstadt, où elles ont été libérées. Malheureusement, sa petite sœur Mado, elle, avec qui elle était restée en continu pendant tout son périple, malheureusement a été atteinte du typhus et décéda sur place quelques jours après en fait, que le camp a été libéré. Ça a été effectivement le drame de la vie de ma grand-mère et un poids énorme à porter pour elle, de n'être jamais revenue avec elle. Elle, sa petite sœur, dont elle se sentait responsable, en su de la douleur du fait qu'elle soit malheureusement décédée sans sépulture. Voilà. Ça c'est pour l'histoire, mais ce qu'on a choisi, c'est surtout de vous parler des jolies choses. Alors après ce résumé succinct, nous aimerions ce soir plutôt justement mettre en lumière les jolies choses qui ont jalonné cet affreux périple, mais également la suite de sa vie. Nous voulions d'abord avoir une pensée pour les Justes parmi les nations,
2 d'entre eux ont croisé le chemin de notre famille. Le premier lorsque Mado et Mamie Janine ont été arrêtés. Émile Basse, prof de philo du lycée, a parcouru 40 km à vélo pour prévenir leurs parents, les empêcher de retrouver leur fille et les forcer à fuir. De justesse, puisque 30 minutes plus tard, la Gestapo arrivait. Grâce à lui, les parents ne seront pas déportés. Le second, Louis Ponsard, prisonnier politique qui a, au péril de sa vie, caché de la nourriture pour Janine et Mado tous les jours à l'usine de Ragueneau. C'est lui qui a également permis d'envoyer une lettre à leurs parents pour les informer qu'elles étaient vivantes. Pour paraphraser Simone Veil, qui a d'ailleurs eu le même parcours que Janine et Mado de déportation, c'est juste qu'ils n'ont pas hésité à mettre en péril la sécurité de leurs proches, à risquer la prison et même la déportation. Ce sont eux qui ont permis à la France de retrouver le sens de la fraternité, de la justice et du courage. Ensuite, nous aimerions aborder leur force et leur humanisme pendant leur détention. Dans leur malheur, Janine et Mado ont eu la chance d'être déportées avec 3 de leurs amies éclaireuses. C'est grâce à ce groupe soudé qu'elles ont réussi à survivre. Malgré l'effort permanent de déshumanisation, elles se sont soutenues avec empathie. Tous les jours, elles chantonnaient les chants scouts et se racontaient leurs souvenirs les plus gais pour garder espoir. Lors des longues heures d'appel, elles mettaient toujours au centre de leur groupe celle d'entre elles qui était la plus faible ou qui avait des plaies pour ne jamais que les capots ne la sélectionnent. Et le jour de l'anniversaire de Suzanne, une d'entre elles, Mado et Janine lui avaient gardé une tranche de pain avec de la confiture, comble du luxe. Mamie ne nous en avait jamais parlé, c'est Suzanne, il y a 10 ans, qui nous a raconté cela, en nous disant que cela restait le plus beau cadeau d'anniversaire de toute sa vie. Alors dans la continuité de l'humanisme que Chloé évoque, il est un élément marquant que celui de la personnalité de ma grand-mère. Malgré tout ce qu'elle a enduré, elle a toujours été un modèle d'espérance, d'optimisme et de courage. Ma grande-tante d'ailleurs, lors de son décès, avait écrit ces mots que j'ai trouvés très jolis. Elle représentait l'idéal humain qu'on poursuit sans jamais y arriver. Elle avait gagné la bataille contre la laideur du monde et contre les mauvais penchants de l'homme. Et on puisait force dans son lumineux sourire, dans son regard qui nous rendait meilleurs parce qu'elle voyait en nous le meilleur. Et malgré le fait qu'on soit très subjectif, je pense qu'en toute objectivité, c'était effectivement une personne d'une empathie, d'une gentillesse, d'une douceur et d'une générosité qui était absolument rare. L'autre point qu'on souhaitait évoquer, c'est celui de sa sœur. Je vous ai dit, décédée, elle le pensait, sans sépulture. Donc elle a vécu toute sa vie avec ce lourd poids et en 2009 on est tous allés à Rodez pour inaugurer une plaque sur le mur du lycée Fabre où elles avaient été raflées et c'était un soulagement pour ma grand-mère d'avoir une plaque où il y avait écrit le nom de sa sœur. Mais il s'avère qu'un an plus tard, par la magie du web et de recherches qu'on a pu faire, 65 ans après, on s'est effectivement rendu compte que Madeleine avait bien eu une sépulture au cimetière de Theresienstadt où elle s'est évidemment empressée de se rendre, mais qui était surtout un moment qui a contribué à être un élément qui a été pour elle une énorme source d'apaisement. Le dernier point enfin, c'est qu'au titre du devoir de mémoire, parce qu'effectivement elle a témoigné toute sa vie dans des lycées et divers lieux, elle a été élevée, elle a été décorée de la Légion d'honneur en novembre 2014, quelques mois avant de décéder, le 18 mai 2015, exactement 70 ans jour pour jour après l'incinération de sa sœur Madeleine. Voilà, de mon côté, en tout cas, en tant que petit-fils de déporté, il est important pour nous de pouvoir aussi faire perdurer ce devoir de mémoire et de souvenir. Et je voulais remercier le rabbin Gad Sevag, notre ami Gad, de nous avoir proposé avant-hier de parler et partager avec vous ce soir. Et de façon plus large, je voulais remercier effectivement Gad, mais aussi Stéphane et tout le consistoire pour le voyage mémoriel qui a été organisé à Auschwitz effectivement l'année dernière et auquel Chloé et moi avons participé. Ce voyage a été exceptionnel, tant sur le fond que sur la forme. Nous avons partagé des moments d'une intensité folle, passant de la tristesse et l'effroi, vous en imaginez, à l'émotion incroyable d'entendre nos chants emplis d'espoir au cœur d'une forêt empreinte de souvenirs. Nous espérons que vous avez apprécié côtoyer pendant ces 10 minutes Mamie Janine. Elle est la personne la plus inspirante que j'ai connue et elle nous accompagne à chaque étape de nos vies. Tous les vendredis soirs, nous allumons avec les enfants sa bougie. Et dans quelques jours, elle sera responsable de ma frustration annuelle, puisque nous avons la tradition de rompre le jeûne de Kippour avec du Tsemet, et qu'elle m'a laissé une recette d'une précision toute relative. Vous connaissez les mameleux, un petit peu de sucre, la farine, tu vois quoi.
et qui ne m'a toujours pas permis de retrouver cette Madeleine de Proust qui nous accompagnait tous les dimanches soirs de retour en train à Strasbourg pour nos études. Que son souvenir soit béni et soit une source de bénédiction pour notre famille. Grâce à son exemple, j'espère que nos enfants sauront être des justes s'il le faut, se battre pour l'égalité et se rappelleront qu'à cette époque, nous avons été les étrangers, les opprimés, mais que d'autres aujourd'hui ont besoin de notre soutien. Il y a un vraiment tout dernier mot de conclusion parce qu'une chose dont on a connaissance depuis cet été et qui peut être une invitation pour tous ceux qui pourraient être intéressés, c'est l'information de la pose d'une Stolperstein qui va avoir lieu le 10 novembre du coup, à Belfort en la mémoire de ma grand-mère et de sa sœur Marie. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Chloé et Cédric. Je crois qu'avec le rabbin Sobak, on était un peu trop tôt, vu la qualité de votre intervention. On aurait dû vous prévenir que hier. On va demander maintenant, pour terminer les interventions, à Monsieur Norbert Schwab de bien vouloir prendre la parole, s'il vous plaît. Norbert, tu peux également dire qu'on t'a prévenu il y a 2 jours, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bien par là que je vais commencer. Parce que c'est vrai que c'était il y a 2 jours, j'étais dans le train, j'en ai d'Israël, quand j'ai été appelé par le rabbin Gatzel, qui m'a demandé si je voulais bien intervenir ce soir pour parler à l'occasion de cette commémoration. Alors, bien sûr, j'ai accepté avec ensuite tout de suite, après avoir accroché, en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ce soir. Alors, j'ai réfléchi et j'ai trouvé quelques idées, quelques pistes que j'aurais partagées avec vous ce soir. C'est vrai, on est aujourd'hui 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 80 ans, et c'est l'une des raisons de cette cérémonie ce soir, les Juifs de Strasbourg, repliés à Limoges, sont allés au camp de Naxon, qui était la périphérie de Limoges, un camp vers lequel sont partis tous les Juifs qui ont été raflés à Limoges, tous les Juifs de Strasbourg et des environs, qui ont été raflés à Limoges et ensuite transférés à Drancy et de là malheureusement à Auschwitz. Et c'était il y a 80 ans. C'était il y a 80 ans. 80 ans, c'est long. Ce qui fait que cet événement, la Shoah, cet événement est de plus en plus, devient de plus en plus une page d'histoire. Elle quitte la mémoire. Nous nous éloignons de plus en plus de ce temps. Et cela devient difficile de faire vivre, de faire ressentir, de comprendre que la Shoah est et reste un sujet d'actualité. 2 questions. 2 questions qui sont liées à ce passage du temps. C'est pourquoi et comment la Shoah reste un sujet d'actualité et comment nous pouvons faire en sorte que nous, les enseignants, nous, les dirigeants, nous puissions continuer à transmettre cette Shoah et pour en faire quelque chose qui reste vivant. Pour ce qui est de l'actualité de la Shoah, malheureusement, eh bien, c'est une actualité brûlante. Je rentre d'Israël où j'étais avec une mission du KKL, une mission qui nous a conduits notamment dans le sud d'Israël, le long de la bande de Gaza, dans le kibbutz de Niroz, l'un des kibbutz qui a été envahi le 7 octobre dernier par les assassins du Hamas. Et on a visité ce kibbutz, on a vu les destructions qui ont lieu, on a entendu les récits. Et ce kibbutz, eh bien, a vécu un événement un pogrom qui rappelle malheureusement la Shoah. Et en plus, depuis le 7 octobre, Israël lui-même est accusé de génocide. C'est un terme qui a été fondé pendant la Seconde Guerre mondiale par un juriste juif qui s'appelait Raphaël Lemkin, aussi de qualifier les crimes commis par les nazis. Un terme qui a été repris, qui a été enregistré, qui a été mis en œuvre lors du procès de Nuremberg en 1946, qui a jugé les principaux dirigeants de l'Allemagne nazie qu'on avait pu attraper. C'est un terme qui est inscrit dans le droit international depuis 1948 par une convention, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Mais qu'est-ce qu'un génocide? Étymologiquement, et c'est ce que Raphaël Lemkin voulait montrer, génocide, c'est génos, un peuple, une race, un groupe. Cide, c'est tuer. Donc, il s'agit de condamner la volonté
d'un gouvernement d'exterminer une population en raison de ses origines, de sa race, de la couleur de sa peau, de sa religion. Quel lien avec les événements qui se déroulent actuellement à Jaffa, à Gaza? Et pourtant, ça n'empêche pas les ennemis d'Israël d'utiliser ce terme pour attaquer les opérations qui sont menées par Tsahal pour tenter de libérer les otages. C'est une démarche que l'on retrouve aujourd'hui, qui tend à dévoyer le terme de génocide pour condamner l'action d'Israël. Et bien plus, en retournant ce terme contre le peuple juif et Israël, le but est de délégitimiser l'action d'Israël. Une démarche qui s'inscrit dans un cadre que nous vivons tous aujourd'hui, qui est la résurgence, la réactivation de l'antisémitisme qui lui-même a conduit à la Shoah. Alors face à ça, une deuxième question se pose, celle de la transmission, qui est tout autant d'actualité et qui devient de plus en plus un défi. Comment faire comprendre qu'au-delà d'être une page de l'histoire, un détail comme disait l'autre, la Shoah continue d'avoir un sens profond et que nous devons en maintenir vivante la mémoire de cette période. J'ai eu la chance de participer depuis de nombreuses années au programme qui est mis en place à l'école Akiba, destiné à faire découvrir aux élèves, lors de leur voyage en Pologne, les traces de la Shoah. Un voyage qui s'accompagne d'un véritable travail de préparation. Ce n'est pas un voyage d'agrément. Il s'agit pour nos élèves, pour lesquels la distance avec ces événements ne cesse de s'accroître et qui vivent dans un monde qui est de plus en plus virtuel, de découvrir la réalité des mécanismes de la Shoah, mais aussi de leur faire découvrir la vie juive qui a été détruite à cette occasion. Ce projet, comme d'autres, s'inscrit dans un travail de mémoire qu'il faut sans cesse recommencer au sein de notre communauté, mais bien évidemment dans toute la société. Le but, essayer de lutter contre la renaissance sans cesse que nous vivons aujourd'hui de l'antisémitisme. Et faire comprendre aussi que des soirées comme celle-ci, des commémorations comme celle-ci sont importantes. Elles sont, comme le mot l'indique, un moment de mémoire commune. Un moment de réunir toutes les générations pour se rappeler de ce qui a été et de ce qui malheureusement risque toujours de se répéter. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit nous irons dans la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, ô Jérusalem. Jérusalem qui est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité. Car c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la charte d'Israël, pour célébrer le nom du Seigneur. Car c'est là que sont établis les sièges de la justice, les sièges pour la famille de David. Présentez vos saluts de paix à Jérusalem, qu'ils soient heureux ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, la sécurité dans tes palais. Pour mes frères et mes amis, je t'offre tous mes vœux de bonheur. Pour l'amour de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je te souhaite pleine prospérité.
On va dire le Kaddish pour les Kedoshim de Akila d'At Israël. Vous voyez les noms ici sur la plaque. C'est pas qu'ils se trouvaient dans la chouda d'At Israël pendant 50 ans. Et lorsque on a déménagé, qu'on n'avait plus la place, alors on l'a placé ici. Et ici des centaines de noms. Alors, on dit en général, on dit Kaddish pour une personne. En vérité, Kaddish, c'est pas pour une personne, c'est pas pour un défunt. Kaddish, c'est la sanctification du nom d'Hachem. On sanctifie le nom d'Hachem, Itkadal, Itkadash, Merabah. Donc, on sanctifie le nom d'Hachem en montrant par là que malgré toute la tristesse, malgré toutes les difficultés, on reconnaît que c'est Hachem qui décide et que tout ce qu'il fait est bien. Mais le Kaddish, pour des gens qui sont Niftar al-Kiddush Hachem, qui ont été assassinés pour la glorification du nom, des personnes qui sont mortes parce qu'elles étaient juives, parce qu'elles faisaient partie du peuple qui a reçu la Torah, eh bien, le Kaddish, il n'est pas seulement pour sanctifier le nom d'Hachem, mais pour marquer leur sainteté. Car toute personne qui a été assassinée comme juif est considérée comme un saint, comme un kadosh. Et donc, toutes les personnes, toutes les âmes, toutes les personnes, tous les 6 millions qui ont été décimés pendant la Shoah sont tous des Kedoshim, sont tous des saints, exactement comme sont tous des saints ceux qui ont été assassinés le 7 octobre, ceux qui sont partis à la Nova, qui ne sont pas revenus, tous ceux qui ont été assassinés parce que juifs sont tous considérés comme des Kedoshim, comme des saints. Je voudrais simplement rappeler, puisqu'on va dire le Kaddish, rappeler l'âme de mes 2 grands-pères, Shmuel ben Shlomo HaKohen et Leib ben Yitzhak Isaac, qui sont morts à Auschwitz tous les deux, que leur nom soit rappelé en même temps que tous les Kedoshim de notre communauté et tous les Kedoshim du Klal Israël, les 6 millions qui sont niftar dans la Shoah, Nafsham, Tzura, Yitzhak Chaim, Kaddish. Iskadal v'iskadash shemei rabo, ve'olmo dibro chirusei v'yamir malchusei, v'chayechon u'yomechon u'chaye dechol beis Yisroel, ba'agolo v'zman koreh ve'imeru. Amen. Rabo mevorach leolam u'lolme olmayo yisborach, nishtabach, nispoach, nisromam, nisnaseh, Visadar, Visaleh, Visalal, Shemei de Kutsha, Leilom Minkol, Bichoso, Veshiroso, Tushvochoso, Nechemoso, Damiron, Beolmo, Vimeron, Yehei, Shlomo Rabo, Min Shemayo, Vechayim, Oleinu, Alkol Yisroel, Vimeru, Ose Sholom, Bimromov, Yase Sholom, Oleinu, Alkol Yisroel, Vimeru, Amen.